Eh bien voilà. Je vais pas tarder à entrer dans ma 79e année. Ah, c'est pas facile à dire ça. Ah oui, je vais avoir 78 ans et je vais entrer dans ma 79e année. Ouais. Ah ben ça ne nous rajeunit pas. Hein. Mais c'est fou quand même. C'est fou. Arriver à cet âge-là et être aussi... pas énervé, indigné. Indigné, oui, comme il disait l'autre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avoir vécu tout ce temps et avoir l'impression de s'être fait couillonner. Ah, mais je vais vous raconter. D'abord, je suis né le 27 février 1946, ce qui signifie en gros que j'ai été fabriqué à la Libération. Donc, tout de suite après la guerre. Et alors, évidemment, l'enfance, je me souviens pas de beaucoup de choses, quoique à partir de mes 5 ans, j'ai des souvenirs. Mais vous pouvez vous douter que la vie n'était pas très joyeuse, et en tout cas, pas comme maintenant. Enfin, quand je dis pas comme maintenant, je veux dire que on habitait avec mes parents un appartement de 2 pièces cuisine, que je couchais dans la salle à manger, qu'il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de toilette. Elles étaient sur le palier. Je vivais à Thiais. Thiais, c'est dans la banlieue parisienne, à 7 km de Paris. Hein, maintenant, ça fait partie quasiment de Paris. Comment vous résumez aussi l'époque ? Ah bah par exemple, il y avait encore des voitures avec des chevaux. Par exemple, le charbonnier livrait le boulet ou l'anthracite, selon qu'on avait de l'argent ou pas, pour mettre dans le poêle, hein, pour se chauffer, avec son cheval. Un vitrier passait régulièrement dans les cours, parce que oui, les immeubles souvent avaient des cours, et dans la cour de mon immeuble, il y avait même un puits, à 7 km de Paris. Que vous dire ? Compte tenu de ça, l'hygiène, par exemple, c'était tous les jours, on se lavait la figure, on se lavait les mains, derrière les oreilles. Et puis la grande toilette, c'était 1 fois par semaine, le samedi souvent. Parce que le dimanche, on mettait les habits du dimanche pour aller à la messe et dans la famille. Très important, la famille. Enfin bref, c'était une petite vie tranquille, sauf qu'il y avait encore plein de coupures d'électricité, ce qui fait que dans chaque maison, il y avait une lampe à pétrole, des bougies en réserve, enfin bon, ça se passait très bien. Et puis on entendait parler d'une chose en permanence, parce que les gens en avaient l'obsession, la guerre. La guerre, ce qu'on avait subi pendant la guerre. Alors les grands-parents ne se limitaient pas à la dernière, celle de 39,
mais allaient remonter leurs souvenirs jusqu'à celle de 14, ce qui fait que la guerre, on en avait ralasse, quoi. À la guerre. Et surtout qu'en même temps commençait la guerre d'Indochine, et puis elle allait être suivie dans la foulée par la guerre d'Algérie. Enfin bref, oui, toute mon enfance, mon adolescence, grosso merdo, je n'ai entendu parler que de la guerre. Alors, inutile de vous dire que j'ai pas goûté un topinambour avant l'âge de 30 ans. Un rutabaga, n'en parlons même pas. Enfin bon. Et puis, les choses se sont un peu arrangées. Parce que, savez-vous, on a été libérés par les Américains. Ah oui, les Américains. Ils nous ont libérés. Ils ont fait même plus que ça, parce que une fois qu'ils sont arrivés pour nous libérer, ils nous ont inondés de divers produits, de chewing-gum, des cigarettes qui n'étaient pas de la gauloise ni de la gitane, du whisky, très important le whisky, surtout quand on arrive à l'adolescence. Et puis les films. Ah ouais, les films. Les films des années 50, 60. Vous savez, plein de westerns. Des westerns où l'Indien est un sauvage, méchant, hypocrite, cruel, barbare, et qui empêche les Blancs de s'installer dans une terre où il y a de l'or, où il y a de l'argent, où il y a d'immenses pâturages pour faire brouter des bœufs qu'on va vendre très cher à Stone ou je sais plus où. Enfin bref. Et on en était fan des Américains. Je vois pas d'ailleurs comment on aurait pu faire autrement, parce que tout ce qui venait d'Amérique était bon. On dit il y a bon bec que de Paris, mais à l'époque c'était il y a bon bec que de l'Amérique. Et voilà, donc on rêvait Amérique, on rêvait de pouvoir se payer un jean, pouvoir oui, je dirais pas la marque. Pouvoir, enfin bref, l'Amérique c'était l'Amérique. Et puis les choses ont évolué, évidemment, les choses se sont arrangées. Moi, vers 7-8 ans, j'ai eu le premier frigidaire. Et puis, ah non, d'ailleurs, c'est l'ordre inverse. Il y a d'abord eu la machine à laver. Ça, très important, la machine à laver. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, parce que c'est difficilement imaginable aujourd'hui, ce que c'est que de faire la lessive d'une famille à la main. Ce que c'est que d'installer dans un petit 2 pièces cuisine une lessiveuse, comment étendre son linge, enfin le bordel que ça peut être. Vous arrivez, vous mettez votre linge dans votre machine à laver, vous pressez sur le bouton, 2 heures après, 1 heure après, enfin bref, on sort du truc, si on a un sèche-linge, on le met dans le sèche-linge, et c'est nickel. Mais à l'époque, c'était tout un bordel. Alors inutile de vous dire que le linge, la chemise, le machin, on n'en changeait pas tous les jours. Hein. C'était au mieux 1 fois par semaine. Bref, mais heureusement, les Américains sont arrivés et on a eu tout ça, c'était formidable. On a eu même un chauffe-eau, ça veut dire que quand tu tournais le robinet, tu avais de l'eau chaude. Miracle. Un vrai miracle. Putain, avant, il fallait, tu mettais ta casserole sous le robinet,
tu mettais ta casserole sur le gaz, tu chauffais l'eau, tu mélangeais avec de l'eau froide pour avoir de l'eau tiède. Hein? C'est nickel, quoi. Quel bonheur tout ça, ce progrès. Le progrès, voilà le fin mot de cette époque. Le progrès. D'année en année, ça progressait. On allait au salon des arts ménagers, au salon de l'auto. On n'avait pas les moyens de se payer une auto, mais c'était pas grave. Et même un jour, on a eu les moyens de se payer une loto. Moi, je me souviens, la première auto de mon papa, c'était une 4 chevaux Renault, noire. Et on a été en vacances. Enfin, avant, j'allais en vacances aussi. J'allais en vacances chez ma grand-mère, Irma. Mais chez Irma, c'était bien pire. Il n'y avait pas l'eau courante, il y avait la pompe au fond de la cour, et il n'y avait pas l'électricité, elle était toute à la lampe à pétrole, à la lampe pigeon. Et, mais enfin bref, je ne vais pas vous raconter tout ça. Mais, comme je vous disais, les Américains sont arrivés. Et même chez ma grand-mère, à la campagne, eh bien, il y a eu des tracteurs. Le tracteur, vous imaginez pas le progrès que c'était, parce qu'avant, le paysan du coin, chez Irma, eh ben, il labourait avec des bœufs. Bêtement, une charrue, des bœufs, et puis je te trace... le tracteur, un champ que l'autre il passait 2 jours à labourer, le tracteur en 3 heures c'était fini. Ah, ces Américains quand même. Et puis la vie a continué. Bon, c'était toujours la guerre, hein, je vous ai dit, l'Indochine, l'Algérie. Et alors là, je ferai une petite remarque quand même, parce que l'Algérie, moi, il y a mon cousin qui y était. Moi, j'ai eu la chance de ne pas y aller. Je suis arrivé tout de suite après. Mais mon cousin y a été. Il s'est tapé 28 mois. Il est parti, il avait 19 ans. Et alors, c'est curieux quand même à cette époque. À 19 ans, tu pouvais aller te faire défoncer la gueule, mais tu n'avais pas le droit de vote. Enfin, je sais pas, si vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un peu curieux. Enfin voilà, moi à la fin de l'Algérie, là en 62, j'avais donc 16 ans. Et j'étais bien content que ça se termine, parce que ça faisait quelques années qu'on appelait des jeunes gars comme moi pour aller se faire taper sur la tronche, et que là, du coup, j'étais assuré à mes 19 ans de pas aller me faire taper sur la tronche. Non, moi j'ai été occuper l'Allemagne. Parce que on avait encore une armée d'occupation de l'Allemagne quand même. Mais bon, avant ça, j'ai terminé mes études. Alors mes études, ça n'a pas été grand-chose, hein. J'ai eu mon brevet. Puis après mon brevet, on nous a fait je sais pas comment ils appellent ça, une orientation, on va dire. Et comme il y avait besoin de beaucoup de gens dans les techniques modernes, et que j'étais pas trop nul en sciences et en maths, on m'a orienté vers la chimie. Alors j'ai été à l'École nationale de chimie de Paris. Je suis rentré sur concours. Ils en prenaient, je sais plus, 200, quelque chose comme ça. Moi, je suis rentré 82e avec 0 en orthographe. C'est vous dire s'ils avaient besoin de moi quand même. Et voilà, j'ai fait des études de chimie. Et à 17 ans, j'ai commencé à travailler dans des laboratoires. Alors d'abord, il y a eu un petit truc marrant, parce que mon premier boulot, c'était un laboratoire de contrôle de produits pharmaceutiques.
Alors le matin, t'arrivais, t'avais, je sais plus, une dizaine de pilules comme ça sur ta paillasse. Et tu analysais pour voir si les produits correspondaient bien au truc, voilà. Et puis un jour, moi je suis, j'allais dire pas très courageux, mais c'est pas exactement ça. J'aime bien rien faire. Et par contre, quand je fais quelque chose, je le fais vite et bien. Et un jour, on devait terminer la journée de travail à 18h, mais moi, à 17h, j'avais terminé ce que j'avais eu à faire. Donc, j'avais terminé ma journée, mais je ne pouvais pas partir parce que ça ne se fait pas. Donc, j'étais devant ma paillasse avec un bouquin et je bouquinais tranquille, peinard. Et d'un seul coup, là, le chef de laboratoire qui arrive et qui me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je lui dis « Je lis. » Mais il me dit « Pourquoi vous lisez ?» Je lui dis, parce que j'ai fini mon travail de la journée. Et il me dit, mais, et vous lisez ? Ben oui, j'ai fini mon travail de la journée, je vous dis. C'est comme ça que vous le prenez, mon gars ? Vous savez pas que quand on n'a plus de travail, il faut en demander ? Et il m'a viré. Heureusement, à l'époque, le chômage, c'était abstrait, on va dire. Il y avait bien quelques Pékins au chômage, mais alors franchement, c'était parce qu'ils ne voulaient pas baisser. Moi, personnellement, sans chercher de boulot, j'en ai trouvé 8 jours plus tard. Là, je suis rentré à la SECPIA. La SECPIA, c'était la Société d'études chimiques pour l'industrie et l'agriculture. Alors, ça paraît très compliqué tout ça. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. La SECPIA, c'était un labo de recherche des potasses d'Alsace. Donc, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années, jusqu'à mon service militaire. Un service militaire, je suis parti faire le con en Allemagne pendant 16 mois. Et puis, à l'époque, quand tu étais employé dans une boîte, si tu faisais ton service militaire, la boîte en question te gardait ton poste, tranquille, et tu pouvais recommencer à travailler sans chercher de boulot. Je sais, ça paraît curieux à l'heure actuelle, mais c'était comme ça. Et voilà, dans cette SECPIA, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années à fabriquer, analyser, améliorer des engrais. Des engrais parce que j'avais la conscience quand même d'être utile à la société, parce qu'il faut quand même savoir que on m'avait persuadé, tout le monde en était persuadé d'ailleurs, que les engrais permettraient de nourrir la terre entière. Alors quelques années avant, il y avait eu un tas de famines en Afrique, ailleurs, parce que les productions agricoles n'étaient pas suffisantes. Donc je travaillais, au bienfait de l'humanité en faisant des superphosphates, des trinitrates, j'ai oublié tout ça, Dieu merci. Et la vie a continué, sauf que moi j'ai arrêté de faire de la chimie, je suis tombé un jour dans le théâtre. Un truc curieux, c'est en revenant de l'armée, quoi. Faut vous dire que quand je suis parti à l'armée,
j'étais fiancé. Fiancé, ça veut dire quand même officiellement, quoi, à l'église, avec une bague, tout, et promesse de mariage. Et il se trouve que 2 mois avant ma libération de l'armée, ma fiancée m'a annoncé qu'on n'était plus fiancés. Donc j'ai pas pris ça très bien. Je me suis payé une belle déprime. Une très très belle déprime. Glou. Heureusement, je suis tombé sur un médecin plutôt pas mal, qui m'a dit vous avez un boulot intéressant, un labo de recherche, c'est passionnant, mais vous savez, le travail, ce n'est que 45 heures par semaine. Oui, à l'époque, c'est ce qu'on bossait. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous trouver un hobby, je sais pas, faites du sport, marchez, faites du vélo, du football, lisez, enfin, occupez-vous la tête, évitez de barjoter, ce sera très bien. Et j'avais un copain, vous le connaissez d'ailleurs, Smile Mickey. Enfin, il est mort maintenant, mais c'était un comédien qu'on voyait très très souvent à la télé, entre autres dans ce feuilleton qui s'appelle Famille d'accueil. Et qui lui faisait du théâtre et qui me dit bah écoute, viens faire du théâtre avec moi. Alors j'y ai été et honnêtement, je suis tombé dedans. Ce qui fait que pendant un certain nombre d'années, j'ai mené de front le théâtre et la chimie. Et puis, alors c'était en 71 ou 72, vous voyez, je suis devenu comédien professionnel. Et alors là, il faut que je vous dise aussi quelque chose d'extraordinaire. Dans ces années-là, il y avait l'échelle mobile des salaires. C'était absolument génial. Quand le coût de la vie augmentait de 5%, on était augmenté de 5%. Ce qui fait que votre salaire changeait, peut-être pas tous les mois, mais quasiment tous les 3 mois, quoi. Bon, inflation, pas inflation, on n'en a rien à foutre, mon salaire augmente en proportion. C'était peinard, tranquille. Seulement voilà, dans ces années 70, sont arrivés aussi des films. Ah oui, je reviens aux Américains. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que les Américains nous inondaient de films western, machin, où les Indiens étaient les méchants, les barbares, les sauvages, qui empêchaient ces braves bons blancs de s'accaparer l'or. Et ben voilà, il y a des films comme Little Big Man, par exemple, c'est celui dont je me souviens le plus, qui nous racontait d'un seul coup que ça s'était pas passé tout à fait comme ça. C'est que ces braves Indiens, ils étaient chez eux, peinards, tranquilles, et puis qu'il y a un tas de Blancs qui sont arrivés, qui ont commencé à coloniser, comme ils disaient. Et puis que de colonisation en colonisation, ils ont fini par coller les Indiens dans des réserves. Et puis quand les Indiens, pas très contents d'être réservés dans des réserves, se révoltaient un peu, on les massacrait joyeusement, tranquillement, avec un armement largement supérieur à l'ennemi. C'est curieux, ça me rappelle un truc, là.
la Palestine. Il y a quelqu'un qui arrive, qui colonise de plus en plus et qui met les gens qui étaient là dans une réserve et que quand ils se révoltent, ils lui tapent sur la gueule avec des armes largement supérieures. Ouais, ça doit être une erreur. Oui, et je me suis rendu compte donc que ces Américains qui nous ont libérés, apporté le chewing-gum et le whisky, n'étaient pas si blanc-blanc que ça. Alors je me suis un petit peu renseigné. Alors, en se renseignant, je vais juste vous dire quelques chiffres, pas beaucoup, hein. Mais figurez-vous que cette fameuse Deuxième Guerre mondiale, en France, j'ai noté là, parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres, les Allemands ont tué 6 000 civils, 25 000 fusillés, qui avaient fait des choses qui ne leur plaisaient pas, 27 000 résistants, autrement dit des terroristes, et 76 000 déportés juifs. Ce qui fait un total en France de 134 000 morts civils. Alors que les Américains, pour nous libérer, ont largement bombardé avec leur B, je ne sais plus combien. Alors, ils ont fait 68 778 morts civils et un peu plus largement plus d'ailleurs, de 100 000 blessés. Ils ont détruit 432 000 maisons complètement et 890 000 partiellement. Ce qui fait que, heureusement que la libération n'a pas duré très très longtemps, sinon ils auraient bien atteint le chiffre des Allemands en quelques mois. Sans vous parler du chewing-gum et des mensonges sur les Indiens. Voilà. Donc je continue, je repasse aux années 70. Et on va s'arrêter en 1974, où il y a une élection présidentielle avec un monsieur qui s'appelle René Dumont. René Dumont, c'était quelqu'un, enfin la première personne dont moi personnellement, j'ai entendu parler le terme d'écologie. Autrement dit, sauvegarde, enfin, moi je traduis ça comme ça, c'est pas forcément la bonne définition, mais que je traduis par sauvegarde de la nature. Et pour un ancien chimiste, aujourd'hui, ça me parle. Et c'est de ça que je vous parlerai la prochaine fois. Quack, quack.